dont nous sommes d'accord qu'il s'agit de construire d'abord les fondations, comment allons-nous nous y prendre? Dans quelles conditions allons-nous commencer à résoudre les problèmes qui nous permettront d'avancer, c'est-à-dire les problèmes de gouvernance, les problèmes de développement inclusif, de développement partagé, de développement intégré. Et troisième question qui s'adresse à l'Europe également, pas en termes d'aide au développement, mais aux entreprises européennes. Vous avez un marché à vos portes. Vous avez transféré vos technologies en Chine. Oui, il y a quelques décennies. Et allons-nous, en Europe, attendre que les entreprises chinoises, utilisant nos technologies qu'elles ont totalement intégrées, améliorées, etc., viennent prendre le marché africain qui est à nos portes? Voilà. Okay, merci Brigitte. Alors, moi je dirais deux, trois petits mots sur les fondations. Alors, le monsieur devant, Ghislaine, oui. Le monsieur devant, madame l'ambassadrice veut dire un petit mot et terminera avec... Moi, très vite, je voudrais qu'on parle un peu des crypto-monnaies et l'incidence, un tout petit peu juste pour savoir si c'est l'utopie, pas l'utopie. Les crypto-monnaies, en Afrique, il y a des choses, il y a des débats, il y a des choses. Voilà. Je ne prolongerai pas, mais si je... Ok, nouveau colloque. Alors, madame l'ambassadrice, donc. Oui, il y a quel monsieur? Oui, ben il n'y a pas de problème. Nous voulons. Thank you very much for giving me the floor. And I hope most people understand English anyway. So, I just want to say that the first is a comment and then I'll just end with a little opinion. Every single member of the panel has mentioned Nigeria in one way or the other, the role of Nigeria in the development of the economic monetary currency. And so my observation is that there's nobody on the panel that was talking either for the Anglophone perspective or even for Nigeria's perspective. And maybe if you're doing something else, that might be a good, because that side can only be given for that, particularly given the last question that was asked about Nigeria's reasons. And then talking about the Nigerian reasons, I think I can only just reinforce what everybody has said, that there are many questions that still have to be answered. There are questions about convergence, there are questions about the internal situations of each country that still has to be determined. And then, of course, each country has to make sure that they are in a position to satisfy and safeguard their own interests. And I think those are the things that are still being discussed. I like the way that Mr. Nkukobe has said that there's still issues that countries have to look at. That is one, are we talking about a common destiny? Are we talking about just common currency? And until those issues are sorted out, I think it will be a little bit difficult and premature. And I think that's what the government of Nigeria has been saying. It's about maybe slowing down the actual commencement of the agreement and the use of the currency. I like the fact that there's still issues of whether we're talking about a single currency as opposed to a common currency that will be recognized across the region. So there's still a lot to be discussed amongst all the regions, and that really is where Nigeria is moving towards, that discussion to be finalized. Thank you very much for giving me the opportunity to. Merci. Juste un mot sur l'intervention, sur nos intervenants qui étaient remarquables. Je m'appelle Mathieu Delevoyer, je suis financier spécialisé en Afrique et notamment je connais bien le Togo où je travaille sur des projets d'infrastructure. Je pense qu'on a là une occasion phénoménale de faire des progrès sur un sujet si important et la monnaie est un excellent prétexte.
j'ai deux inquiétudes majeures et je voudrais revenir sur quelque chose de très concret, sur la méthode de travail pour avancer. Première inquiétude, le sujet est traité souvent sur un terrain très dogmatique par des hommes qui racontent souvent n'importe quoi. Alors c'est embêtant parce qu'ils polluent le débat. Donc là, il y a un premier élément. Il y a un deuxième élément, il y a un terme que vous n'avez pas cité quand on parle de monnaie. Le terme qui est au centre de la monnaie, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de monnaie. Donc comment on entre dans une démarche de confiance? Je vous donne une illustration. Si on veut financer des centrales, des constructions de centrales électriques au Sénégal, on trouve des financements. Si on veut le faire en Guinée-Conakry, il n'y en a pas. Et donc, on est dans un contexte, comme Kako l'a extrêmement bien décrit, de croissance de la population, de croissance des besoins. Et il y a un sentiment que j'ai d'urgence extrême qui ne correspond pas tout à fait à l'ambiance qu'on peut voir ici ou là. Donc ma question c'est quelle méthode faut-il adopter pour avoir un système de travail qui permette la concertation et de bâtir un projet construit autour de la monnaie dans la zone. Et enfin, ma conclusion, ce serait de dire que certes la route est longue, mais trouvez-nous une voiture qui va très très vite. Le bon chemin déjà. Alors, parce que si vous embarquez la voiture qui va vite... non. Alors, Jean-Philippe Brett, et puis j'ai oublié le prénom aussi. Bonjour, oui, Jean-Philippe Brett, association In Vivo culturelle, économique. Une question, Jean Covici souvent dit qu'on oublie le moteur. Le moteur, c'est l'énergie. Or, le pétrole est important. Au-delà du court terme où, effectivement, coronavirus, le prix baisse. Bon, le baril aura tendance a priori à monter, la déplétion des puits. On va passer peut-être de $60 à $90. Comment l'Afrique va faire face à ce renchérissement du pétrole? Est-ce que l'éco peut aider, peut-être à investir dans le nucléaire, si c'est l'avenir? Est-ce que le Nigeria a des intérêts dans le pétrole qui sont contradictoires avec cette stratégie? Voilà, l'énergie, on en a un peu parlé. Est-ce que l'éco peut aider à surmonter les défis? On a parlé asymétrique, la démographie, mais il y a l'énergie. Alors, dernière intervention, retour en quelques minutes. Oui, voilà, dernière intervention. Nestor Henley. En fait, le premier questionnement auquel je voulais vous soumettre, Kako y a répondu, c'était par rapport à ce cri de ralliement de la jeunesse africaine par rapport à la France. Effectivement, je dirige le portail jumelage-partenariat.com sur le terrain, au ras du sol, tout ce qui est de nature à titiller et à mettre la pression sur l'État français, en fait les représentants de l'État français, est bienvenu. Chez tous ces Africains, il faut savoir aujourd'hui que la plupart de ces jeunes parlent mandarin, vont au Japon, parlent japonais, parlent espagnol, s'intéressent aux pays où ils peuvent être accueillis. Ils partent en masse, la mort dans l'âme, l'arme en écrasant une larme. Parce que si le paradis était sur Terre, il serait en Afrique. En effet, c'est un continent où il fait beau 9 mois sur 12, un continent qui est très très riche au niveau des matières premières. Et ces jeunes ne comprennent pas que leur continent soit le seul pays au monde où c'est le client qui fixe le prix de ce qu'il veut acheter. Donc ça crée vraiment cette affaire. Ma question, puisque les questionnements avaient répondu, c'est sur la myopie dont nous faisons tous preuve généralement par rapport à la construction de ces ensembles sous-régionaux et même l'ensemble régional. J'ai toujours pensé que l'Union africaine n'était pas l'équivalent de l'Union européenne. Et de la même manière que monsieur parlait tout à l'heure des difficultés de financement.
si vous n'avez pas d'état de droit, si vous n'avez pas de culture du respect de votre signature ou de vos engagements, vous ne payerez pas. Vous attendrez que les autres payent pour vous. Nous avons en Afrique la culture de la gestion de crédit. On n'a pas la culture de la production de richesse. Et quand on arrive à ça, on sait à quoi sert la monnaie. Donc ma question c'est, est-ce que nous ne faisons pas erreur en commençant par travailler sur la monnaie, mais ailleurs en Europe, nous sommes dans le monde, on n'est pas... est-ce que la question c'est pas qu'est-ce que nous voulons transformer sur nos territoires et ensuite qu'est-ce qu'il faut pour le faire? La monnaie est au service d'une vision, d'une ambition. Commençons déjà par est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt travailler sur cette ambition avant de voir à quoi la monnaie peut nous servir? Nestor, je vais leur donner la parole pour conclure, je dirai quelques petits mots après, mais attention de ne jamais opposer les choses. Parce que faire ça d'abord, et puis ça ensuite, et puis faire ça ensuite, et puis ça d'abord, il faut faire les choses en même temps. Enfin, je ne veux pas dire les choses, mais il y a des choses qui ont démarré, il faut les améliorer, et puis il y a des choses à compléter, effectivement. Donc Michel Capot, quelques mots, et moi je dirais quelques mots en conclusion sur ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, ce qu'on va faire demain, et comment on va travailler ensemble. Oh, pardon, excusez-moi. Il y a la dernière intervenante qui m'interpelle, c'est que quand on veut faire le bilan de la zone de la colonisation française, donc de la zone UEMOA, c'est que nous sommes marqués par l'héritage, non pas colonial, l'héritage de la France-Afrique, qui a instauré des dictatures pour éviter l'intrusion soviétique à l'époque. Elle a protégé les dictateurs, elle a insufflé une gestion opaque de l'économie, elle a autorisé les dictateurs à gérer de façon opaque l'économie et tout ce qui s'ensuit, la justice, etc. Donc ce qui fait que les jeunes actuellement ont peur du régime en place. Ils savent que s'ils s'y opposent, ils ne seront pas aux côtés de la fonction publique. Ou bien ils n'auront pas leur projet financier abouti. Et moi-même, par exemple, on m'a ruiné parce que j'ai critiqué le pouvoir dans mes affaires. Donc on n'ose pas. À ce moment-là, comme disait Kako tout à l'heure, au lieu d'attaquer directement le gouvernement, on attaque la France parce que on se dit tous que si ces gouvernements sont en place, c'est un vestige de la France-Afrique. Donc c'est la France qui le veut bien. C'est à la France de l'enlever pour qu'on puisse recouvrer notre dignité et notre liberté. Voilà l'incursion qui fait que il n'y a pas de logique directe. Tout est en indirect. Tout est flou. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut tenir compte de ça. Et on n'est pas encore sorti de cette France-Afrique au niveau institutionnel. On en est sorti du fait que les entreprises françaises n'ont plus d'intérêt, ils ont très peu d'intérêt en Afrique. C'est les Chinois et les Indiens qui ont pris leur place. Mais les habitudes, les mauvaises habitudes de la maison, comme on dit, sont restées. Et pour ça, le peuple réclame que la France intervienne à leur place. Parce qu'ils n'ont pas assez de courage, ils n'ont pas assez de force pour pouvoir contrer les forces de police et l'armée qui les oppriment. Voilà, moi je vous dis carrément les choses qui me coûtent très cher chez moi autour. Merci beaucoup. Très vite également, merci Awa pour ton intervention. Bon, pour le Nigeria, je crois que, mais j'en avais un peu parlé dans mon exposé. Elle est peut-être partie déjà. Elle va revenir. Je sais pas où elle est. C'est bon. On lui dira. Voilà, on lui dira. On lui dira. Oui, Brigitte, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une discussion récurrente que nous avons. Et comme le dit Claude, moi je pense qu'on peut faire les deux, en fait. Comme les abeilles. Voilà, c'est...
Parce qu'au fond, les fondations et les toits, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de schizophrénie, c'est que nous n'avons pas des États qui sont des produits de nations. Voilà. Nos États ont précédé les nations. Et donc les coûts de transaction sont très élevés pour que les gens comprennent qu'on a une communauté de destin. Et moi, le travail que je fais sur la monnaie, je rêverais que d'autres le fassent sur l'industrie, sur l'agriculture, que les ingénieurs s'y mettent, que les hommes et femmes politiques s'y mettent, que les juristes s'y mettent. Et moi, je vois par exemple tout le travail que tu fais au niveau de la Constitution. J'ai suivi tes dernières interventions. C'est un travail très rigoureux, très méticuleux. Mais vous savez, nous qui voyons au quotidien la jeunesse africaine, on est, en tout cas moi, je suis assez pessimiste. Pas par rapport à sa volonté de s'en sortir, mais par rapport au niveau de l'éducation. C'est terrible. Nous nous battons au quotidien pour que les gens sachent simplement lire et écrire à des niveaux que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que quand on prend le débat politique en Afrique aujourd'hui, il est très pauvre. Il est très pauvre. Aussi parce que les acteurs sont très médiocres. Ils sont très médiocres. C'est décevant. Moi, à la fac de sciences éco et de gestion de l'Université de Lomé, j'ai 15 000 étudiants dans un système LMD qui nous a conduit progressivement à abandonner les travaux dirigés. Parce qu'on n'est même pas 20 enseignants, on est moins de 20 enseignants. Donc le taux d'encadrement de nos étudiants, c'est moins d'un enseignant pour 500 étudiants. Nos étudiants ne viennent pas à la fac 5 jours sur 5. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement pauvres que, comme ils prennent les mototaxis pour venir, ils ne peuvent venir que 3 fois par semaine. Donc les amphis sont bondés le lundi, le mardi et le mercredi. Et jeudi, vendredi, c'est vide. Et moi, au départ, je me disais, mais ils ne sont pas rationnels, mais jeunes là encore. Jeudi, vendredi, les cours sont donnés dans des conditions extraordinaires, mais ils préfèrent bourrer les amphis le lundi. Et on m'a dit, non, Kako, tu ne comprends pas. Ils ne peuvent pas se payer des mototaxis 5 jours par semaine. Ils sont trop pauvres pour ça. Donc, ils mettent tous leurs cours sur les 3 premiers jours. Ils viennent plus les jeudis et les vendredis. On a commencé à abandonner même les dissertations. Parce que 15 000 étudiants, qui va corriger les copies? Donc, on a basculé au QCM. Donc, même dans mon cours d'histoire de la pensée économique, aujourd'hui, je suis obligé de faire des QCM. Est-ce que Ricardo était un classique? Oui ou non? Bon, non, mais je peux multiplier les... Et en plus, on a vu que les notes ont grimpé. Là, c'est la moyenne, c'est 18 sur 20. Pourquoi? Parce qu'ils trichent. Ils trichent. Oui, mais ils trichent. Et donc, là, actuellement, comme c'est une guerre de tranchées, ce que nous sommes en train de faire, c'est faire des QCM, mais avec des questions aléatoires, dont l'ordre est aléatoire. C'est les mêmes questions, mais ce n'est pas les mêmes numéros. Comme ça, ils ne peuvent plus tricher. Et donc, on se bat contre la massification de l'enseignement. Mais 15 000 étudiants en économie, qu'est-ce qu'ils vont faire demain comme boulot dans un pays comme le nôtre? C'est ça, les questions auxquelles personne ne veut répondre. Vous voyez? Donc, on reporte, la Banque mondiale nous dit, voilà, 100%, ok, d'une tranche d'âge scolarisée. Oui, mais c'est des classes où ils sont 150, les enfants. Je veux dire, donc on reporte. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Brigitte, sur la question des fondations. Mais, bon, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut. Mais c'est pas simple. Et ce qui se prépare, peu de gens s'en rendent compte. Et pour ça, j'ai intitulé mon ouvrage L'urgence africaine. C'est qu'il y va de la stabilité du monde. On aurait tort de penser que tout ce qui se prépare en Afrique va rester en Afrique. Parce qu'on sait déjà comment les groupes djihadistes recrutent. Et ils descendent vers la côte. On le sait. Et ça ne coûte pas grand-chose de recruter. Voyez? Et donc, il y a une bombe à retardement qui justifie la remarque que vous avez faite tout à l'heure sur
finalement, le décalage entre l'urgence que tous ceux qui sont sur le terrain ressentent et les politiques qui donnent l'impression qu'ils contrôlent des choses. Alors qu'on voit que rien n'est sous contrôle, justement. Et ça me paraît tout à fait fondamental. Oui, Ghislaine, sur les crypto-monnaies, Christian l'a dit tout à l'heure, les Africains, la jeunesse africaine a une forte appétence pour le numérique et pour toutes ces innovations. Dans des pays comme le Kenya, ça a permis de résoudre en partie la faiblesse du nombre de comptes bancaires. Donc le taux de bancarisation, le fait d'avoir des téléphones portables à partir desquels on fait des transactions, des virements, ça a permis de résoudre en partie le problème. Donc au niveau des formes monétaires, il y a de toute évidence un apport lié à ces crypto-monnaies. Mais n'oublions jamais que les trois fonctions de la monnaie, elles restent immuables. L'unité de compte, intermédiaire des échanges, réserve de valeur. Ça, on a besoin toujours des institutions souveraines, légitimes, porteuses de confiance. Et donc, ne confondons pas la forme et le fond. Même si il n'y a pas une totale étanchéité entre la forme et le fond. Oui, bon, Madame l'ambassadrice est partie du Nigeria. Je voulais la remercier d'avoir fait le déplacement. Voilà. Donc Jean-Philippe, autour de la question de l'énergie. Oui, sur le pétrole, c'est le meilleur et le pire. Pour le meilleur et le pire. Aujourd'hui, si le Nigeria a autant de réserves de change, c'est grâce au pétrole. Le Sénégal vient d'en découvrir, le Ghana commence à en exporter. Bon. Donc, il y a l'idée que l'écho sera d'autant plus forte, cette monnaie, que la manne pétrolière ne va pas se tarir. En même temps, ce que ça pose pour nous, les pays importateurs de pétrole, c'est qu'on a deux cycles. On a le cycle des pays pétroliers qui est en opposition de phase avec le cycle des pays importateurs. Et donc, ça veut dire que quelle politique monétaire sera optimale pour l'éco? Quand vous avez le Nigeria, quand le prix du pétrole est élevé, tout va bien pour lui. Et pour nous, francophones importateurs, quand le prix du pétrole est élevé, ça augmente notre facture pétrolière. Et donc, quelle va être la politique monétaire optimale pour... vous voyez, donc il y a cette discussion qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au fédéralisme budgétaire et à la question des... Aujourd'hui, la zone UEMOA, notre budget communautaire, c'est 0,3% du PIB. C'est très très faible, c'est rien du tout. Vous voyez, il y a des marges de solidarité. Et le nucléaire. Et enfin, Nestor... Bon, le nucléaire, j'y crois pas trop en Afrique. Je vais vous dire pourquoi. On n'a pas été capable de transformer la fibre de coton en t-shirt. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans dans les filières coton africaines. À l'heure où je vous parle, on n'arrive pas à transformer la fibre de coton en t-shirt. Historiquement, on l'a fait. On connaît l'artisanat africain, le textile africain, mais le désarmement tarifaire que le FMI et la Banque mondiale nous ont imposé à partir de 1980 a détruit l'embryon d'industrie textile qu'on avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous exportons brut 97% de la fibre de coton. Alors, le jour où le Niger va transformer son uranium en énergie nucléaire, avec tout ce que ça suppose comme technicité et maîtrise, vous voyez, de la chaîne, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Sur le principe, on est tous d'accord. Mais quand on observe les faits, si on n'arrive pas à transformer le coton en t-shirt, on ne voit pas comment on peut transformer l'uranium en énergie pour l'alimentation des ménages de Niamey. Okay.
Déjà, si on pouvait négocier de meilleurs prix de vente de l'uranium et qu'on utilise les recettes pour financer des écoles, des dispensaires, des pistes rurales au Niger, on aura fait beaucoup. De centimes, mais je peux me tromper. Enfin, dernière question, ou avant-dernière question. Jean-Philippe. Non, c'est pas Jean-Philippe. Si. Non, c'est Mathieu. Oui, j'avais sauté les questions de Mathieu parce qu'elles étaient très difficiles. Méthode de travail pour avancer. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, il faut impérativement, mais vraiment impérativement, que la commission de l'UEMOA et la commission de la CEDEAO se mettent ensemble, c'est-à-dire créer un groupe de travail commun pour avancer sur ces questions. La commission de la CEDEAO a créé un groupe de travail qui a œuvré pour le nom, pour les effigies, s'agissant de la monnaie, discute au niveau des usines de fabrication, parce que le CFA n'est fabriqué qu'en France, et dans 2 usines. Pour les billets, c'est à Chamalières, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, et pour les pièces, c'est à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Donc, où est-ce que l'éco va être fabriqué? Donc, il faut des commissions mixtes pour travailler sur ces choses. Il faut que les banques centrales s'y mettent également. Et c'est pour ça que votre deuxième question, votre seconde question autour des ressorts de la confiance, en fait, elle est cruciale. Parce que ce que nous savons historiquement, c'est qu'il y a 2 transitions. Il y a la transition politique et ce qu'on appelle la transition matérielle. La transition politique, lors de l'instauration d'une nouvelle monnaie, doit être très rapide pour la crédibilité des porteurs du projet. Si dans 3 ans, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, supposés qu'ils sont encore au pouvoir, reviennent dire « nous allons faire l'éco », vous voyez les éclats de rire, on va dire « mais ces gens ne sont absolument pas crédibles ». Donc la transition politique doit être très courte pour la crédibilité du projet. Mais la transition matérielle doit être la plus longue possible, c'est-à-dire les conditions matérielles de mise en œuvre, parce que ça suppose une très grande confiance. Je vous donne un exemple. Il n'est pas impossible qu'avant même l'apparition des billets éco, qu'on ait de faux billets éco. Ah, je vous l'assure. Les pays qui sont dans le coup, je n'en citerai aucun. Mais j'en connais au moins un qui pourrait nous sortir de faux billets éco dans les 6 prochains mois. Donc, ça veut dire que tous les processus pour sécuriser la mise en place doivent être au cœur de notre discussion. On l'a dit tout à l'heure, les commissions bancaires. Nous ne travaillons pas de la même façon. Les pays francophones utilisent le droit OHADA. C'est issu de la tradition civiliste française. Okay? C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les anglophones utilisent la common law. Okay? Donc on a ce travail d'harmonisation juridique à faire en Afrique de l'Ouest. Les méthodes de régulation bancaire, j'en ai parlé tout à l'heure, ne sont pas les mêmes. Donc nous devons redéfinir nos ratios prudentiels. Okay. On a un back benchmark commun autour de BAL 1, BAL 2, BAL 3, mais il y a le travail à faire qui n'est pas encore fait. Okay. Et je peux multiplier, on nous parle de système fédéral de banque centrale. Concrètement, comment ça va se passer? Quel va être le rôle de chacune des banques centrales? Est-ce que la BCEAO va rester en l'état? Est-ce qu'elle va disparaître? Est-ce que les agences de la BCEAO vont devenir autre chose? Et donc vous voyez, il y a énormément de questions pratiques, techniques qu'on doit gérer. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, personne ne fait rien. Ça, je peux vous le dire, que depuis l'annonce du 21 décembre, les présidents Macron et du président Ouattara, rien n'a été fait. Okay. Je ne parle pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de choses. Mais au niveau des décideurs et des techniciens, rien n'a été fait. Bon. Mais je ne vais pas finir sur une note pessimiste.